Ok, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le diagramme des efforts internes. Donc, ce qu'il faut déjà savoir sur le diagramme des efforts internes, ce sont les diagrammes qu'on obtient après coupe fictif de nos éléments de structure. Donc, la première des choses à savoir, c'est de déterminer comment est-ce qu'on doit faire les coupes. Bon, pour ce qui concerne les réactions, nous avons déterminé la réaction dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas assisté à la vidéo, vous pouvez voir le lien en description. Comment est-ce qu'on détermine ces différentes réactions qui sont données pour cet exercice. Donc, dans cet exercice, nous allons principalement nous concentrer sur le traçage du diagramme des efforts internes. Donc, première des choses à savoir, c'est connaître la position où est-ce qu'on peut faire une coupure ou pas. Donc, on peut faire une coupure soit après changement de chargement, ça veut dire que si je traverse la force AC, tant que mon modèle de chargement reste la même chose, il peut savoir que je vais faire ma coupure là et la fonction sera définie dans l'intervalle ci. Donc, lorsqu'on a changement de chargement, on peut encore refaire la coupure et on peut aussi avoir un changement de direction. Donc, dès là aussi que je change de direction comme ça, j'aurai encore également une coupure là. Mais maintenant, lorsqu'il y a le nœud comme ceci, ça ne change en rien la fonction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a le nœud, la fonction reste toujours définie dans l'intervalle de là à là. Okay? Et dès lors qu'on traverse la force ici, on tombe d'un nouveau modèle de chargement uniformément réparti. Donc, on va encore également faire une recoupure là, dans l'intervalle ci. On aura également une recoupure. Donc, entre C et E, on aura une autre fonction définie dans cet intervalle. Et après, lorsqu'on traverse E, on a changé le modèle de chargement. Donc, ça veut dire que c'est plus une charge uniformément répartie. Ou alors, on a traversé la force E ici. Donc, dès que le modèle de chargement change, on fait également une coupure. Donc, lorsqu'il traverse E, il va encore faire une coupure là. Ici, dans la zone, s'il change encore de direction, il fait également une coupure. Ça veut dire qu'au total, on aura 1, 2, 3, 4 et 5 coupures. Donc, nous allons voir comment trouver les efforts internes à travers ces coupures. Très rapidement, nous allons d'abord commencer par le diagramme de l'effort normal. Si on veut déterminer le diagramme de l'effort normal, qu'est-ce qu'on va on va principalement se concentrer sur les efforts axiales de la barre. Donc, si on prend le repère axial de la barre, qui est le repère ci, le repère axial ci, c'est là que les efforts normaux vont être. Donc, on va d'abord prendre la barre horizontale ci. Pourquoi je dis la barre horizontale ci? Parce qu'on sait que ici, notre système de travail, pardon, souvent toute la zone ci, il n'y a pas de travail. Donc, à partir de C ici, notre système ne travaille pas. Donc, notre système va commencer à travailler à partir de ce point. OK? Donc, si on veut tracer le diagramme de l'effort normal, donc je suppose que cette partie de la structure n'existe même pas. OK? Donc, si je fais une coupe fictive ici, la première coupe là, donc on va considérer principalement la première coupe là, la deuxième coupe là, la troisième coupe ici. OK. Si je fais la première coupure là, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est quel est le signe conventionnel qu'on doit utiliser dans notre exercice. Dans notre exercice, nous allons utiliser le signe conventionnel français. Mais en utilisant également le signe conventionnel anglais, cela ne pose pas un souci. Nous allons voir à la fin, à travers notre diagramme en utilisant le signe français, la convention des signes français, ce qui aurait pu être si on utilisait la convention des signes anglais. Ok, donc très rapidement, nous allons trouver l'effort N. Pour l'effort N, puisque c'est un effort suivant la direction, si je viens juste sur la base, si je cherche s'il y a je viens sur la base et cherche s'il y a un effort suivant la direction longitudinale de la base ici. Ok, donc la barre BD ici là. Ok, donc lorsque je vois que le seul effort suivant l'horizontale, c'est HC. Ça veut dire que l'effort HC doit toucher toute notre cours durant tout le long. Ça veut dire quoi? Comme je sais que la partie à gauche de C ne travaille pas, je peux considérer que ma structure commence en C. Donc ça veut dire que je peux me concentrer tout simplement sur le modèle structurel, C. Me concentrer simplement sur le modèle C. J'ignore l'existence de l'autre modèle puisqu'il ne travaille en rien à cause de notre modèle de chargement. En considérant ça, si je considère ma première coupure, qu'est-ce que l'effort normal va nous donner? On aura tout simplement, en considérant ma première coupure en C, j'aurai VC là qui monte, j'aurai la réaction HC qui est dans ce sens. On a trouvé que HC était dans quel sens? OK. HC est bien et bien dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on aura par la suite? On aura notre corps là. OK. On aura notre direction de N. Donc, je peux faire une coupure où est-ce que je considère même tous les efforts. Donc, c'est-à-dire, je considère ma charge uniformément répartie là. Charge uniformément répartie là. Maintenant, mes inconnus, c'est quoi? C'est N, T et mon moment fléchissant. Et ceci sera défini pourquoi? Pour tout X compris. Ce qu'il faut savoir, je vais définir X dans l'intervalle. Donc, c'est comme si je définissais un temps C, je vais définir X dans l'intervalle 0, 0L, tout simplement. Donc, dès lors que j'ai défini X dans l'intervalle 0L, ça veut tout simplement dire que notre modèle de coupure, on doit quitter de la gauche vers la droite, donc de 0
Là, je continue. Pour le système, si je vais définir un repère ici, je vais continuer là comme ceci. Donc, ça voudrait dire quoi? X est défini dans l'intervalle 0L. Qu'est-ce qu'on aura comme équation? On aura tout simplement comme équation, là c'est T, ici on a T, ici on a notre moment infléchissant. On peut facilement voir que notre effort interne N sera égal à HC. Ok, on voit ça facilement par projection sur l'horizontale. On va aussi facilement voir que notre effort T est égal à quoi? Est égal tout simplement à la force uniformément répartie QX moins VC. Tout simplement. Et aussi, par la suite, on peut aussi également tout simplement voir que notre moment infléchissant sera égal à quoi? Cette fonction. Quand je lance le moment ici, je vais voir que VC aura un moment négatif qui va traverser, il va donner une valeur positive, ça va faire BCX. Et pareillement, on aura la charge ici qui est un moment positif, mais quand elle va traverser, elle va donner un truc négatif. Donc, je suis directement en train de tirer l'équation, quoi. Quand elle va traverser, elle va donner un truc négatif, on aura moins que x carré sur 2. Et de par la relation qu'on s'est donnée précédemment, je vous ai dit qu'on utilisait la convention des signes française, donc la norme, la convention française, non la convention anglaise. Avec la convention française, vous pouvez rapidement remarquer que la dérivée du moment infléchissant, donc moins la dérivée du moment infléchissant, nous donne l'effort tranchant. Donc si je calcule la dérivée ici, moins la dérivée ici va me donner tout simplement l'effort tranchant que j'ai là. Ok. Alors, comme je vois n est égal à hc, la relation hc, avoir hc qui est égal à ql, ça veut dire que n est égal à ql. Pour tout x compris dans 0L. Or, je remarque que pour toute ma structure qui tend du point C jusqu'au point F, il n'y a pas d'autre force suivant la direction horizontale. Ça veut dire que notre effort normal doit rester constant. Donc, notre effort normal doit rester constant suivant ces domaines et elle doit prendre la valeur de QL. Donc, je viens sur mon diagramme, je matérialise ça comme ça. Je sais que le modèle commence ici, elle est constante tout au long, jusque là. Et elle est comment? Elle est positive. Et elle prend la valeur de QL. Voilà, on peut coter ça comme ça. Et prend la valeur de QL. Bon, maintenant, qu'en est-il de l'effort tranchant? Donc, pour tracer l'effort tranchant, on va directement tracer l'effort tranchant avec le moment infléchissant, tous les deux ensemble. Avant de tracer le moment infléchissant, on va d'abord tracer l'effort tranchant. Donc, pour l'effort normal, on va encore continuer avec l'effort, finir avec l'effort normal directement. Pour l'effort normal, si on vient maintenant sur la base ci, on va tout simplement voir que l'effort normal sera égal à la force VG. Or, la force VG sort du plan, donc ça veut dire que dans la zone là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, cela, ça va être pour la troisième coupure. Mais juste qu'on veut finir avec l'effort normal pour la troisième coupure. Si je considère la structure du bas ici, on va voir que VG est dirigé comme ceci. J'ai un chargement comme ceci là. Le chargement est là comme ceci. Et comme je vous ai dit à la vidéo précédente, lorsque j'expliquais le modèle de convention des signes, ça veut dire quoi? Si je coupais cette structure comme ça, jusqu'ici, et j'ai considéré la partie gauche, là c'est comme si j'avais considéré la partie droite de ma structure. Donc, il faut être très intéressant d'être attentif au sens conventionnel du signe qu'on aura ici. Donc, si je maintenais le côté gauche, on est d'accord que le signe devait reprendre, si en maintenant le côté gauche, l'effort tranchant devrait être suivant la direction concrète de x. L'effort tranchant devrait être suivant la direction concrète de x. Ça veut dire que comme j'ai pris ce côté, l'effort tranchant sera suivant la direction ici. Le moment infléchissant devait être suivant la direction ci. Or, comme suivant une autre direction, bon, comme il y a plus ce côté, on va tout simplement voir que elle sera suivant la direction ci. Elle sera suivant la direction ci. Elle sera tout simplement suivant la direction ci. Et on aura tout simplement notre effort normal qui sera suivant la direction ci. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et notre effort normal, N, sera égal à VG. Elle sera encore également positive tout au long. Donc, ça, or, VG est égal à quelle valeur? VG est tout simplement égal à 5 huitièmes de QL. 5 huitièmes de QL. Donc, notre effort normal sera à 5 huitièmes de QL. Et ensuite, elle est également constante sur tout le long. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura encore 5 huitièmes de QL là. On aura 5 huitièmes de QL là, comme ça. Un truc comme ça, ouais. Un peu plus petit que cela parce que c'est un huitième de QL. Avec un signe positif, ouais, je suis obligé de mettre ça. Avec un signe positif, on aura un truc un peu comme ça. Et ça serait 5 huitièmes de QL. Voilà, ça serait tout simplement 5 huitièmes de QL. Et on aura fini complètement avec le diagramme de l'effort tranchant. Pour ce qui s'agit du diagramme du moment de l'effort tranchant et du moment infléchissant, nous allons considérer cette partie. Cette partie, ça veut tout simplement dire quoi? Notre moment infléchissant est dirigé comme ceci. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que
j'ai ma structure comme ça, mais en principe, j'ai mis mon repère ici, en ce point où il y a un F. Mon repère est un F. Donc, ce qui va rester ici, c'est la longueur L-X. OK? Parce que, comme je vous ai dit depuis la base, on fait une coupure qui tend de la gauche vers la droite. Ça veut dire que lorsque je fais ma coupure, si je considère le côté gauche, la distance c'est x. Si je considère le côté droite, la distance c'est toute la longue distance moins x. Parce que mon repère, c'est comme s'il est fringé en F pour mon corps vertical. Et pour le corps horizontal, c'est comme si mon repère est fringé en C. Donc, ce sont des trucs très intéressants qu'il faut se donner à fond pour bien comprendre. Donc, ceci, ça voulait dire quoi? Si maintenant on veut déterminer les équations de l'effort tranchant, l'effort tranchant, on a dit que l'effort tranchant était dirigé comme ceci. Ça veut dire qu'on devait avoir l'effort tranchant est égal à quoi? L'effort tranchant f de x, t de x sera égal à. La seule force qu'on a suivant la direction horizontale, c'est la charge uniformément répartie. Donc, ça serait tout simplement moins qx. Or, x, c'est quoi ici? C'est L moins x. Donc, en principe, c'est QL moins x. OK? Et maintenant, notre moment infléchissant, ça veut dire que je fais cette primitive. Donc, ça veut dire que je primitive ça. Donc, notre moment infléchissant, ça serait tout simplement quoi? Notre moment infléchissant, ça serait tout simplement moins. Bon, puisque j'ai utilisé la convention française, j'aurais pas moins, j'aurais plus. J'aurais plus là. Puisque j'ai utilisé la convention française, j'aurais pas moins, j'aurais plus L moins X au carré sur 2. Donc les deux vont aller dans le même sens. Donc voici ça, voici le sens du moment infléchissant là. OK. Donc j'aurais plus QL moins X carré. Donc voici mes trois équations pour la troisième coupure. Et voici mes deux équations qui vont me servir pour la deuxième coupure. Bon, et pour la deuxième, non, ça c'est la première, ça c'est la troisième. Et si on a fini avec la deuxième coupure, parce que les coupures sont indépendantes, on peut commencer par celle qui m'intéresse. Donc, maintenant, si on prend la deuxième coupure, et dans la deuxième coupure, on va principalement se concentrer uniquement sur le moment infléchissant et sur l'effort tranchant. Dans la deuxième coupure, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans la deuxième coupure, on aura tout simplement ceci. On aura j'ai dit qu'on considère notre partie de la structure qu'elle ne travaille pas, donc on peut supposer que notre structure commence en C. On aura la charge uniformément répartie là. OK. On a la charge qui est uniformément répartie. Et à partir de la réaction VE là, OK. Ici, on a la charge uniformément répartie à ce niveau. La charge uniformément répartie à ce niveau. Ici, je vais considérer la réaction verticale VC et la réaction horizontale HC, malgré que HC ne va pas me servir à grand chose. Et à ce niveau, je vais considérer mon moment fléchissant, donc, qui sont mes inconnus, il faut tranchant, suivant la norme convention française. C'est suivant la convention anglaise, elle devait descendre. Mais ici, c'est suivant la convention française. Donc maintenant, ici, le moment fléchissant là, et l'effort tranchant là. Donc maintenant, l'équation, qu'est-ce que ça va nous donner? N'oublions pas que nous sommes fixés un repère ici. Donc, toute la distance ici, on doit payer ça encore x. OK? Donc, ce qui sera ici, ça serait tout simplement x moins la distance qu'on a ici, x moins l, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on sera sûr qu'on a fixé notre repère ici et ça reprend toute la distance. Donc, maintenant, par la suite, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner quoi? Ça veut dire que si je veux trouver t sera tout simplement t qui est l'effort tranchant, t de x sera tout simplement quoi? J'ai vc ici, j'aurai vc plus ve moins la charge ici qui sera tout simplement QL. OK? Donc, ça veut dire que l'effort tranchant sera constant selon la direction si elle ne dépend pas de x. Donc, l'effort tranchant ici, c'est une constante. Et cette constante va valoir quoi? Cette constante va valoir tout simplement VC. VC, si on vérifie en haut, VC c'est 5 huitièmes. VC c'est 5 huitièmes de QL plus VE. VE c'est combien? VE c'est 5K. 5K, ça veut tout simplement dire 10 huitièmes. 5K, ça veut simplement dire 10 huitièmes de QL moins 10 huitièmes de QL moins QL. Attention, cette valeur, c'est lorsqu'on n'a pas encore fait, lorsqu'on fait encore la projection. Donc, ça veut dire que quand cette valeur vont traverser, elles vont prendre des signes concrets. Donc, on aura tout simplement moins ici, on aura moins ici, et ici, on aura plus. Pareil, moins, moins. Ici, on a tout simplement plus. OK? Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, si je mets 8 ici, je mets 8 ici, je fais la somme de tout ça. Là, ça me donne moins, moins. Là, ça me donne moins 15 sur 8. Or, moins 15 sur 8 plus 8 sur 7, ça me donne tout simplement moins 7 huitièmes de QL. Donc, on aura T de X qui est égal à moins 7 huitièmes de QL. Et le moment fléchissant va tout simplement nous donner quoi? Si on veut déterminer le moment fléchissant va tout simplement nous donner M de X. Bon, on utilise l'équation de la statique simplement. M de X va nous donner moins
moins VCX, donc on parle de VCX et le sens, le distance concret, plus la charge qui sera uniformément répartie, elle sera uniformément répartie ici là, sera concentrée là à QL à une distance L sur 2 là. Donc on aura QL plus QL, facteur de L sur 2. Donc on aura X moins L plus L sur 2, ça va tout simplement faire X moins L sur 2 là. OK? Et VE, ça fait tout simplement plus moins VE facteur de moins VE facteur de quoi? Moins VE facteur de X moins L. Si tout ceci est égal à 0, ça veut tout simplement dire que notre moment fléchissant, M de X sera tout simplement égal à quoi? Sera tout simplement égal à VCX moins QL X moins L sur 2 plus VE X moins L, tout simplement. Donc maintenant, on va tracer ceci. On va tracer ceci. Donc on peut encore simplifier cette écriture en passant VCVE par leur valeur. Comme on a trouvé précédemment, VC est égal à quoi? VC est égal à 3 huitièmes de QL. VC est égal à 3 huitièmes de QL fois X moins QL X plus QL carré sur 2 plus VEX. Or, VE est égal à combien? VE est égal à 5K. VE est égal à 5K. 5K QL fois X moins 5K de QL carré. Donc, on va essayer de réduire encore mieux cette expression. Donc là, on a X, là, on a X. On va retrouver que si je fais 8 là, je fais 8 là, ça me donne tout simplement moins 5 QL sur 8 X. J'ai encore 5 QL sur 8 X ici. Ceci pas encore. C'est écrit comme quoi? J'ai moins 5 QL sur 8. Or, ici, j'ai plus 5K de QLX. Ça voudrait dire que je peux multiplier par 2 en bas et par 2 en haut. Ça me donne 10 ici en bas. Ça me donne 8 là. Et si je fais la somme avec celui-ci, il va rester avec plus 5. C'est 5QL sur 8X. Donc, la somme de ces croix-ci, ça va me donner plus 5QL sur 8X. Maintenant, la somme des deux ici, je fais fois 2 là, je multiplie par 4 ici. La somme, ça va me donner moins. On croit QL carré sur 4, tout simplement. Donc, voici ce qu'on obtient. Et comme toujours, il faut toujours vérifier. Si je dérive ça, est-ce que ça me donne celui-ci? Si je dérive ceci, ça me donne 5 huitièmes de QLX. Or, ici, j'ai moins 7 QL sur 8. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, tout simplement, on va voir que le problème dérive d'où. Si je reviens encore ici, je retrouve que le problème ne vient pas d'ici. Et si on revient TDX, TDX est égal à quoi? TDX est égal à moins 7 huitièmes de QL. Et en principe, ça veut dire que ici en TDX, il y a un petit souci. Bon, 5 huitièmes de QL représente quelle valeur? VC. VC égale à combien? 3 huitièmes de QL. Donc, ça veut dire qu'on a mal copié. Donc, ça veut dire tout simplement que là, ici, on aura plutôt 3 huitièmes de QL. Et lorsqu'on va faire, ça va faire moins 13 huitièmes. Moins 13 huitièmes plus 8, on aura moins 5. OK? Donc, cette relation va souvent généralement vous permettre de vérifier également vos résultats. Donc, en fin de compte, on trouve M de X est égal à ceci. T de X égale à ça. Ça, c'est pour la deuxième coupure. Et on va maintenant s'aventurer pour tracer notre diagramme de l'effort tranchant. Bon, pour l'effort tranchant, on prend tout simplement la première coupure. Ça, c'est pour tout X compris entre 0 et L. Et ici, là, la deuxième coupure, c'est pour tout X compris entre L et 2L. Parce que, comme vous pouvez constater, toute la distance ici, c'est encore L. Donc, tout ce compris entre L et 2L. Donc, AX égale à 0. L'effort tranchant égale à moins VC. Donc, si on prend X égale à 0, notre effort tranchant est négatif. Donc, on matérialise la valeur de VC. La VC là qui est moins croix, machin, moins qui croix 3 huitièmes. VC qui est croix huitièmes. On va tracer avec le stylo noir. VC qui est croix huitièmes. Ça va me donner croix huitièmes là ici. Donc, je vais appeler ça c'est croix huitième de QL. OK. Donc, maintenant, il me faut comme et représente tout simplement une droite. Je peux calculer sa valeur à X, bon, d'après la première coupure, ceci. Donc, ceci, QXVC. Je peux calculer sa valeur. Donc, ça veut tout simplement dire que T de X est égal à QX moins croix huitième de QL. OK? Bon, comme on peut facilement voir que T de X va s'annuler lorsque X sera égal à combien? Croix LE. Croix huitième de LE. Donc, T de X égale à 0, ce qui implique que X égale à 3 huitièmes
3 huitièmes de LE. Donc, ça veut dire que lorsque je vais tracer mon diagramme à 3 huitièmes de LE, quelque part, je sais pas, quelque part là, mon x va me donner la valeur de 0. Et cette fonction est définie pour tout, bon, mon effort tranchant va me donner la valeur de 0. Et cette fonction est définie pour tout x compris entre l'intervalle 0 et L. Ça veut dire qu'à L également, je peux trouver une valeur de l'effort tranchant. Si je cherche sa valeur à L, sa valeur à L sera tout simplement quoi? Je viens ici en passant x par L, en passant x par L, je vais trouver 5 huitièmes de QL. 5 huitièmes de QL, qui sera une valeur positive. Donc ça veut dire que ça va faire ça va monter jusqu'ici, parce que voici le point qui délimite la zone là, ça va monter comme ça. Donc si on veut faire ça un peu en grande échelle, principe, on aura un truc comme ça, comme ça. Voilà. Donc ici, ça c'est une valeur positive, ça c'est une valeur négative, et la valeur max positive c'est 5 QL sur 8. Donc, on le voit tout simplement remplacer ici x par L. Quand on remplace x par L, il trouve une valeur positive. Et maintenant, qu'en est-il du moment infléchissant? Donc, il faut matérialiser le point ici. Pour le moment infléchissant, le point ici va nous être très utile pour la première coupure. Donc, la raison pour laquelle il vous conseille généralement de tracer le diagramme du moment infléchissant en même temps que celui de l'effort tranchant. Parce que vous voyez, le point ici va matérialiser le point sur lequel on aura le moment infléchissant maximal. Et on a déjà vu que ce point c'est à x égale à 3 huitièmes de L. Ça veut dire que c'est dire quoi? Si on va, le moment infléchissant x égale à 0, qu'est-ce qu'on aura? Si on passe x par 0, on voit que le moment infléchissant sera nul. Donc je suis ici. Bon, maintenant, x égale à 3 huitièmes de L, on va trouver le moment infléchissant max. Donc si on continue là, si on continue là, on verra tout simplement que m de x est égal à vc, vc qui est égal à 3 huitièmes de qm. À x égale à combien? 3 huitièmes de L. Je vais trouver M max. C'est M max que je vais trouver. Ça va faire 3 huitièmes de L fois 3 huitièmes de L. OK. Moins Q sur 2, 3 huitièmes de L, le tout élevé au carré. OK. Ça veut dire que cette valeur, ça va nous donner quoi? Là, j'aurai 9 QL carré sur 64 moins tout simplement Q9 QL carré sur 2 fois 64. Ceci est égal à quoi? Si je multiplie par 2 là, je multiplie par 2 là, si je multiplie par 2 là, s'il vous plaît, excusez ma main d'écriture, et multiplie par 2 là, ça va nous donner tout simplement 9 QL carré sur 2 fois 64. Donc, 2 fois 64, ça me donne un truc comme 128, donc j'aurai 9 QL carré sur 128. Donc notre moment max sera ici, 9 QL carré 128, ici. Or, là j'ai une rotule, je sais que le moment sera nul à la rotule. Vous pouvez vérifier, donc c'est-à-dire en remplaçant x par la position de la rotule. Or, la rotule à quelle position? La rotule à 3K de L. Donc, si on remplace x par 3K, si on remplace x par 3K, vous allez voir que cette équation, ça va tout simplement donner 0, tout simplement. Si on remplace x par 3K, en principe, on doit trouver 0. Parce que à la rotule ici, on doit avoir un moment infléchissant nul et notre système doit remonter comme ceci jusqu'à atteindre une valeur négative ici, parce que là, c'est une valeur positive. La valeur positive avait un moment infléchissant de 9 QL carré sur 128. Et quelle sera la valeur négative? Ça sera x égale à L. À x égale à L, on a m de L est égal à quoi? À 3 huitièmes de QL carré, parce que je remplace tout simplement par L, ça fait QL carré sur 2. Ok, donc si je fais ici fois 4, ici j'aurai 8 là. Quand il fait la différence, ça va me donner tout simplement moins QL carré sur 8. J'aurai ici moins QL carré. Ici, cette valeur sera QL carré sur 8 et la valeur sera négative. Ok, donc maintenant, j'ai QL carré sur 8. Par la suite, à la deuxième coupure, notre deuxième coupure. C'est quelle notre deuxième coupure? C'est notre deuxième coupure là. Pour notre deuxième coupure, j'ai l'effort tranchant est constant et ça prend une valeur négative tout au long, moins 5 huitièmes de QL carré. Ça veut dire que l'effort tranchant va complètement changer. Donc, ici, on aura l'effort tranchant, sera un truc comme ceci. Il va descendre là, de cette même distance. Il va venir un truc du genre, il sera constant. La valeur est complètement négative. Et là, la valeur qu'on a également, c'est toujours 5 QN sur 8.
Une valeur négative parce que d'après notre deuxième coupure, on trouve que c'est moins 5 QL sur 8. Bon, maintenant, qu'en est-il du moment infléchissant? Le moment infléchissant à x égale à 0, c'est moins 3k de QL carré à x égale à 0. Donc, moins 3k de QL carré, ça doit correspondre à x égale à 0. Donc ici, c'est pour x est défini dans quel intervalle pour la deuxième coupure. En principe, x est défini dans l'intervalle L2L, dont la plus petite valeur de x est L. Lorsque x va prendre la valeur de L pour m de x, on va tout simplement rester avec 5 huitièmes de QL carré moins 3k de QL carré. Donc ça va nous donner quoi? Qu'est-ce que ça va nous donner? En principe, on doit avoir le même point ici, à gauche ou à droite, parce que le moment infléchissant est toujours continu. Donc ça veut dire que si on remplace x par L là-bas, pour la troisième coupure, m de L avec l'équation du bas, donc avec cette équation, qu'est-ce qu'on a avec cette équation? Avec cette équation, c'est 5 huitièmes de QL, donc j'aurai 5 huitièmes de QL carré moins 3K qui peut écrire comme 6 huitièmes de QL carré. 6 huitièmes moins ici, avec ça la différence, ça va me donner moins 1 huitième de QL carré. Ok, ça c'est juste une vérification. On voit que ça correspond à ce qu'on a ici, donc on a encore le même point ici à la troisième coupure. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va donner par la suite? On va encore calculer pour x égale à 2L. Pour x égale à 2L, parce que x est défini dans l'intervalle. On a très bien vu que x était défini pour la deuxième coupure dans l'intervalle L de 2L. Maintenant, pour x égale à 2L, notre moment infléchissant, m à 2L, va nous donner quoi? Va nous donner tout simplement 5 huitièmes. Va nous donner tout simplement 5K de QL carré. J'ai remplacé x par 2L. OK. Remplacer x par 2L moins 3K de QL carré. Ça va donner tout simplement 1K de QL. 5 moins 3, c'est 2K de QL carré qui est égal à 1 demi de QL carré. En principe, ça va nous donner 1 demi, de QL carré. Ok. 1 demi de QL carré, ça veut dire que c'est une valeur positive. Si elle est positive, ça sera quelque part là en bas. Or, dans la zone C, regardez, la fonction était parabolique lorsque la charge était uniformément répartie. Or, ici, il n'y a pas de charge uniformément répartie. Vous voyez que l'équation sur une droite. Donc, je matérialise le point. Je fais un truc comme ça. J'ai ici une valeur positive avec la valeur max que je vais appeler. Cette valeur max, c'est QL carré sur 2. Ok. Maintenant, qu'en est-il de la dernière coupure? La dernière coupure qui est la troisième, ok. Donc, au moment infléchissant à x égale à 0, on a un effort tranchant qui est égal à moins QL. Et à x égale à L, notre effort tranchant est complètement nul. Ça veut dire que notre effort tranchant, c'est quoi? À x égale à 0, on a notre effort tranchant comme ceci. Et ça vient ici comme ça. Alors, je vais un peu bien matérialiser. On a notre effort tranchant comme ça. Ça va complètement venir là. Avec quel signe? À x égale à 0. À x égale à 0. À x égale à 0, on aura l'effort tranchant est égal à combien? À x égale à 0. Deuxième coupure. À x égale à 0. Troisième coupure en temps pour moi. À x égale à 0. L'effort tranchant est égal à moins QL. Donc ici c'est QL. Et elle est complètement négative. Et à x égale à L, ça donne 0 ici tout simplement. Donc maintenant, pour le moment infléchissant, qu'est-ce qu'on aura? Pour le moment infléchissant, on aura à x égale à 0. On aura un moment infléchissant qui sera dans QL sur 2 avec le moins devant. Ouais, QL sur 2 sans moins devant. Ça veut dire qu'ici, on aura encore un moment infléchissant avec QL sur 2 avec le moins devant. Pour distinguer, je vais faire pour le moment infléchissant en bleu. Donc, on aura un QL. Donc, on va tout simplement voir que notre moment infléchissant va quitter comme ceci. Avec la valeur de... Donc là, ici, c'est positif. Là, ici, d'accord qu'ici, c'est positif. Ok. On va prendre cette même valeur qui t'est fait une courbure comme ceci. On prend la valeur de 0. Ça, c'est une petite parabole là. On prend la valeur de 0 avec la même valeur. Donc, ça veut dire que la valeur qui est ici, la valeur qu'on a ici, c'est toujours QL carré sur 2. Ok. C'est en fait ça qu'il fallait faire dans cet exercice. C'est vrai que aussi également ici, on peut considérer le bon sens. Bon, que ceci est complètement faux. Mais pour plus de précision, on peut également considérer le sens aussi. On met là, moins là. Et ici, on considère que ça, c'est QL. Voilà. Donc là, voilà exactement ce qu'il fallait faire pour cette vidéo. Merci pour votre aimable compréhension.